Bonjour à toutes et à tous, bonjour Adrien. Bonjour Émilie. Bienvenue dans notre podcast hebdomadaire Kesako le social, où l'on cherche à s'informer sur des thèmes que tout le monde connaît, mais qu'au fond, personne ne connaît. Le premier épisode de notre mois sur les troubles neurodéveloppementaux sera la dyslexie. On va s'intéresser premièrement à sa définition. Ensuite, on va parler de la dyslexie à l'école. Également de comment les personnes vivent ce trouble. Et pour finir, on se questionnera sur qu'en est-il du travail social. Nous avons eu le plaisir de pouvoir interviewer 2 personnes afin d'en savoir plus. Premièrement, Catherine Martinet, qui est professeure à la Haute École pédagogique du canton de Vaud depuis le 2014. Elle est également responsable de l'unité de pédagogie spécialisée. Donc, elle s'occupe principalement de la formation d'enseignants spécialisés. Elle a travaillé, et travaille encore aujourd'hui, principalement sur les difficultés d'acquisition du langage écrit, de la lecture et de l'écriture. Nous avons également Émile Baru, travailleur social de proximité et atteint de dyslexie. Il travaille pour la ville de Prilly depuis plus de 7 ans. Depuis quelques années, on entend beaucoup parler de la dyslexie, notamment dans les écoles et auprès des enfants. Mais c'est quoi la dyslexie ? La dyslexie est un trouble qui est décrit comme un handicap, mais invisible, et cela a des répercussions dans la vie de tous les jours. Donc la dyslexie, en fait, elle se définit comme étant un trouble spécifique des apprentissages qui touche de manière spécifique la lecture. Avec l'idée qu'on a exclu tout un tas de causes possibles de difficultés en lecture. Donc on regarde si l'enfant il a une intelligence dans la norme, on regarde s'il n'a pas de difficultés au niveau sensoriel, au niveau de l'audition, au niveau visuel. Et on exclut aussi des origines qui pourraient être des origines médicales ou un traumatisme crânien, par exemple, ou une lésion cérébrale. Lorsqu'on a exclu toutes ces causes de difficultés en lecture, c'est là que l'on va parler de dyslexie-dysorthographie. En effet, la dyslexie est toujours liée à la dysorthographie. C'est associé à la dysorthographie. Donc en fait, moi, par défaut, quand je parle de dyslexie, c'est dyslexie-dysorthographie, c'est-à-dire qu'on observe la même chose en écriture. Donc les difficultés qu'on observe en lecture, donc c'est des difficultés de décodage, c'est pas les difficultés au départ de compréhension, c'est vraiment de décoder les mots, d'être capable de lire les mots les uns à la suite des autres. Eh bien en fait, on a ces difficultés-là, elles sont toujours associées à des difficultés à écrire les mots. C'est pour ça qu'on parle de dyslexie, dysorthographie. La dyslexie est diagnostiquée soit par une logopédiste ou par une neuropsychologue. Des tests sont effectués pour analyser notamment la vitesse de lecture, la reconnaissance des syllabes simples et complexes, la lecture de mots réguliers, irréguliers, la compréhension de texte, les capacités orthographiques, la mémoire de travail, etc. Pour Émile Baru, qui a une vision plus terrain de la dyslexie, la vivant au quotidien. Pour moi, la dyslexie, c'est des soucis de langage, d'apprentissage et d'expression. Depuis 1997, la dyslexie est considérée comme un trouble héréditaire. Nous nous sommes posé la question s'il y avait plus d'élèves atteints de dyslexie, car c'est un sujet de plus en plus abordé. Selon Madame Martinet, ce serait 5 à 8% d'élèves atteints de dyslexie. Environ 10% des Suisses sont atteints de dyslexie. Alors nous nous sommes demandé, mais alors pourquoi ce handicap est de plus en plus visibilisé ? Le fait, c'est qu'on les détecte mieux et on les prend plus en compte qu'on les prenait il y a 30 ans en arrière. Donc je ne sais pas s'il y a une augmentation, je ne crois pas qu'il y ait de statistiques qui montrent qu'il y a une augmentation, mais en tout cas le fait qu'on les détecte mieux, ça c'est une chose. Et puis avant, on avait tendance à dire que c'était des élèves qui travaillaient pas. On avait plutôt la casquette de mauvais élèves plutôt que d'élèves qui présentent une dyslexie. Donc je pense que c'est plutôt ça. On en parle beaucoup maintenant parce qu'on connaît ce que c'est, parce qu'on sait ce que c'est, puis qu'on les détecte à l'école. On en voit plus parce qu'on sait les regarder, quoi. La dyslexie est souvent diagnostiquée à l'école. Par conséquent, dans l'imaginaire collectif, nous pensons que les enseignants sont formés à cela. Grâce à l'interview de Madame Martinet, nous avons appris qu'ils étaient peu formés à la question de la dyslexie. Alors, je dirais qu'il n'est pas beaucoup abordé. Qu'il est abordé, je sais que dans un des cours de français, il y a 1h30 de cours là-dessus. Cela veut dire qu'un enseignant de primaire, s'il ne choisit pas le module d'approfondissement traitant de ce sujet, il aura suivi uniquement 1h30 de cours
qui aborde la dyslexie chez l'enfant. Émile Baru a été diagnostiqué en secondaire 1 vers l'âge de 12-14 ans. C'était dans les années 2000 et la dyslexie était encore assez nouvelle à cette époque. C'est sa professeure qui a remarqué des comportements particuliers pour certains apprentissages et a conseillé à ses parents de chercher plus loin. Les résultats étaient une surprise malgré quelques indices déjà présents. Et pour moi, mon premier indice de dyslexie, c'est quand on devait apprendre les siècles et qu'on disait le 12e siècle, c'est en 1900, enfin des choses comme ça, et je n'arrivais pas à, quand on me donnait une date, à dire quel siècle c'était, alors que c'est des règles hyper basiques. Dans la suite de sa scolarité, poser un mot sur ce trouble a changé son quotidien. Ma logopédiste disait que j'avais le droit d'aller dire aux profs que j'étais dyslexique avant les tests ou comme ça, pour me laisser plus de temps. Ce que j'ai fait de temps en temps. Et donc oui, ça a influencé parce qu'en fait, dès que tu es diagnostiqué, les gens trouvent des... ça justifie certaines de mes actions, réactions pour certains profs. Puis de mes souvenirs, il y en a qui trouvaient que j'étais une pauvre victime et qui étaient prêts à me laisser une période en plus pour le test. Et puis d'autres qui disaient qu'ils s'en foutaient complètement. Sa dyslexie se manifeste principalement à l'écrit, avec la lecture étant moins compliquée et dépendant de sa fatigue. Comme actuellement à l'école, il a pu demander certaines fois du temps supplémentaire pour certains tests. Durant la suite de ses études, il s'est rendu compte que sa dyslexie l'handicapait, notamment lors de lectures de longs textes. C'est également à l'école que des aménagements pédagogiques sont mis en place afin que l'enfant puisse suivre sa scolarité. En effet, au sein de celle-ci, ils sont énormément confrontés au fait que beaucoup de savoir passe par la lecture. Il y a différents aménagements possibles pour les accompagner. Lui lire la consigne, lui lire les textes, essayer de l'interroger à l'oral plus qu'à l'écrit, ne pas le pénaliser pour ses problèmes d'orthographe. Il y a également des outils d'aide qui peuvent être construits avec l'élève et la logopédiste. Des mémentos avec si on a des élèves qui ont des problèmes au niveau de reconnaître le be, le de, le me, les sons comme ça, ils peuvent avoir des mémentos que les logopédistes font avec eux et puis les garder sous la main quand ils sont à l'école, quoi. Après, il y a des outils comme ça. Il y a aussi, dans les cas les plus sévères, l'utilisation d'un ordinateur pour taper. Comme ça, il y a le correcteur orthographique, ou alors pour dicter à l'ordinateur carrément les réponses. Comme ça, c'est de la synthèse vocale. Et puis, ils peuvent faire lire par l'ordinateur les textes. Donc, si l'enseignant donne les textes en PDF ou donne les textes en Word, eh ben, l'ordinateur peut lire à la place de l'élève. Donc, il y a certains logiciels qui sont spécifiques pour les élèves qui présentent une dyslexie, qui permettent de lire, de dicter et d'écrire, de taper à l'aide de ces logiciels. Après, je dirais c'est à utiliser pour les plus grands. Intéressons-nous plus particulièrement au point de vue d'une personne atteinte de dyslexie. Ce trouble a une répercussion importante dans leur vie de tous les jours. À partir du moment où l'enfant entre à l'école, il est comparé à ses camarades de classe et un jugement tombe. Cela mène souvent à des complications, efforts non reconnus, différences, incompréhension, chute de l'estime de soi, isolation. Ces ressentis qui découlent de ce trouble ont un grand impact sur l'enfant. L'élève dyslexique, c'est qu'un élève comme un autre. Et s'il est en échec, il peut effectivement avoir des comportements particuliers parce qu'il est en échec. Mais c'est pas sa dyslexie qui engendre ça. C'est la situation d'échec qui va engendrer des comportements qui peuvent être agressifs ou plutôt dépressifs pour certains. Ces sentiments peuvent également venir du fait que le diagnostic prend souvent du temps. Car comme on l'a vu avant, les enseignants sont peu formés. Ou pendant quelques années, l'enfant, il pense qu'il est moins intelligent qu'un autre, parce que très souvent, c'est avant qu'il y ait le diagnostic de dyslexie, les enfants, ils pensent qu'ils sont bêtes, quoi. Oui. Et qu'ils sont moins intelligents, puisqu'ils n'y arrivent pas et que tous les petits copains y arrivent. Donc, c'est plutôt ça. Et puis après, quand il y a la pose du diagnostic, des fois, c'est un soulagement pour l'enfant comme pour la famille de dire, c'est pas un problème d'intelligence, c'est simplement, entre guillemets, un problème de dyslexie. Les difficultés venant de la dyslexie ne s'arrêtent cependant pas à l'adolescence. Au contraire, la vie adulte est parsemée de situations où la maîtrise du langage écrit et oral est nécessaire. Que cela soit de la simple lecture des journaux à l'écriture de son code pour sa carte bancaire. Pour Émile Baru, aujourd'hui encore, l'écriture est toujours très difficile.
Dans son travail, le standard d'écriture rend la dyslexie très handicapante. Il a dû alors trouver des stratégies. Je me fais toujours relire, je sais. Dès que c'est quelque chose qui n'est pas pour moi ou qui est important, je me fais relire. Après, je me permets totalement, quand j'écris à des collègues, WhatsApp, je m'en fiche comme beaucoup de gens, mais quand j'écris à des personnes, on va dire, importantes ou des mails très officiels, ou que je fais des choses pour des jeunes, je fais relire. Cela amène à des situations intéressantes dans son travail. En effet, les jeunes le voient demander une relecture, alors que leur vision de l'adulte est celle d'une personne ne faisant aucune erreur. Ils y voient ainsi une perte de crédibilité. Une autre stratégie est la fréquentation d'un club de théâtre d'impro, ce qui lui permet de pratiquer le langage oral. Aujourd'hui, malgré les quelques outils présents pour aider la dyslexie, il a décidé de vivre avec, utilisant seulement ces stratégies. Il ne ressent pas non plus le besoin de le communiquer aux autres. Néanmoins, un point intéressant est sur le changement d'orthographe concernant l'écriture inclusive, qui est une difficulté supplémentaire pour lui de lire et d'écrire. Afin d'inclure au maximum les personnes qui possèdent ce trouble, il faut continuer à développer des outils, notamment sur le téléphone et l'ordinateur. Les aides ont évolué avec les nouvelles technologies et cela a été la révolution la plus notoire. Notamment, une aide qui aurait un impact majeur sur la vie des personnes atteintes de dyslexie serait que les écritures de police Arial soient utilisées partout, ainsi qu'un minimum d'interlignes de 1,5 afin de leur faciliter la lecture. Il est désormais clair qu'aujourd'hui, dans les domaines du travail social et principalement dans le travail avec les jeunes, mais pas que, nous sommes voués à rencontrer des bénéficiaires ayant ce trouble spécifique des apprentissages. En partant de son expérience, Émile Baru exprime son manque de compréhension de la dyslexie lors de son enfance, des conséquences de ce trouble et des méthodes mises en place pour l'accompagner. Tu te retrouves à répéter des mots dans un micro, pareil à l'âge que j'avais. De nouveau, je ne sais plus l'âge exact, mais en tout cas, je ne savais pas ce que je faisais, je ne comprenais pas. Il nous met ainsi en garde que les bénéficiaires atteints de ce trouble peuvent vivre leur situation de façon difficile et que l'accompagnement est ainsi précieux et délicat. En tant que travailleuse et travailleur social, notre rôle est toujours d'accompagner au mieux les bénéficiaires. Dans le cas de la dyslexie, Émile Baru recommande la connaissance et la compréhension de ce trouble et de ses conséquences, et ainsi adapter son accompagnement de façon humaine en prenant compte des limites du bénéficiaire. Pareil pour la dyslexie, c'est de savoir ce que c'est et puis être conscient de comment ça influence la personne que tu suis. Puis je pense que c'est ça le plus important. Moi, je sais vu que je sais à quel point ça peut être long, la dyslexie, si je dois accompagner des jeunes pour un CV, une lettre de motivation, c'est le truc le plus basique qu'on fait. Si je sais que c'est de la grosse dyslexie puis qu'il me dit qu'il ne peut pas travailler ou qu'il va prendre trop de temps pour le clavier, écrire un texte et tout, d'accepter rapidement de le faire à sa place ou qu'il prenne plus de temps pour le faire sans le juger pour autant. Tout ce qu'ils doivent réexpliquer, parce que souvent c'est réexpliquer à un énième partenaire social, ça ils n'aiment pas trop en général. Et plus tu connais et tu sais ce que c'est, et moins tu as à en dire dessus, puis tu respectes le trouble, mieux tu accompagnes ça. C'est fini pour aujourd'hui. Nous tenions à remercier Catherine Martinet et Émile Baru de leur participation et du temps qu'ils nous ont accordé. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde! Bye!